Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre 23e leçon, toujours du module mathématiques 1. Cette leçon a pour titre « Calcul approché d'intégrale ». Alors, nous allons voir en fait que cette leçon est une leçon un peu particulière où nous devons faire le plus d'exemples possibles pour que l'on puisse bien comprendre un petit peu de quoi il s'agit. En fait, cette notion de calcul approché d'intégrale se décompose plus ou moins en deux parties, faire des sommes et faire des calculs numériques. Pourquoi nous avons choisi un petit peu de faire une leçon de ce type-là? Puisque vous savez que la plupart maintenant de tous les programmes informatiques qui qui peuvent faire du calcul d'intégrale le font grâce à certaines méthodes mathématiques qui sont programmées en langage informatique pour qu'on puisse faire le calcul de ces intégrales, faire le calcul numérique. Et bien sûr, nous avons besoin de certaines méthodes. Alors, pour notre niveau, nous n'allons pas faire beaucoup de méthodes numériques, mais après avoir progressé dans vos cours de mathématiques, dans un cours qui s'appellera analyse numérique, vous verrez d'autres méthodes qui sont, je dirais, plus élaborées pour le calcul d'intégrale. Alors, ici, nous allons grosso modo parler que de méthode de trapèze et puis une méthode qui est plus simple, dont on verra un petit peu ce qu'on appelle la méthode des rectangles. Ceci étant, il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus performantes, mais pour notre niveau en analyse et pour notre module de mathématiques 1, nous ne pouvons pas faire, nous n'avons pas les connaissances pour avoir d'autres méthodes plus performantes. Donc c'est une première approche, je dirais, du calcul approché des intégrales. Alors, comme vous allez le voir, le sommaire, nous allons parler uniquement de ce qu'on appelle la convergence des sommes de Riemann et de leur application numérique. Et enfin, nous allons exposer la méthode des trapèzes, mais avant d'exposer la méthode des trapèzes, nous allons commencer par la méthode dite des rectangles qui est plus intuitive, mais qui n'est pas très performante, et ensuite passer à la méthode des trapèzes qui est un peu plus performante que la méthode des rectangles, mais j'insiste pour dire que cette méthode des trapèzes n'est pas la plus performante des méthodes de calcul approchées d'intégrale. Il y a par exemple, juste pour un mot pour le dire, il y a ce qu'on appelle les méthodes à 2 points, il y a les méthodes à 3 points, il y a les méthodes avec ce qu'on appelle les fonctions, les polynômes orthogonaux, il y a les méthodes avec ce qu'on appelle les fonctions spline. Vous allez voir, vous verrez, quand vous progresserez dans vos cours, dans un cours qui s'appelle analyse numérique, vous aurez plus ample renseignement sur toutes ces méthodes. Somme de Riemann, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la convergence des sommes de Riemann. Parce que si les sommes de Riemann divergent, ce n'est pas intéressant. Et donc, dire calcul approché d'une intégrale, c'est peut-être l'écrire sous forme d'une somme de Riemann, comme on va le voir, et faire un calcul numérique sur ceci. Définition. Je prends une fonction f qui va d'un intervalle toujours, j'insiste pour le dire, fermé borné et à valeur réelle. Je prends une subdivision de l'intervalle AB, vous voyez, et pour chaque indice k qui appartient à 0, n-1, on choisit un réel xk dans l'intervalle xk, xk plus 1. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette quantité qu'on appelle R, indice S. Bon, pour dire, en fait, c'est une sommation, somme, de la fonction, c'est sigma de k égale 0 jusqu'à n-1 de xk plus 1 moins xk, f de xk. Donc, nous allons voir, nous allons illustrer un petit peu ce genre de choses. En fait, si je prends ici xk plus 1, normalement, vous voyez, ici, je choisis un xk quelconque. Donc, il y a un premier cas, donc vous voyez, un premier cas, je choisis xk qui est égal à xk, l'extrémité, je dirais par défaut, hein,
la borne inférieure ici de cet intervalle. Un deuxième cas, c'est xk égale xk plus 1, c'est cette borne supérieure. Et enfin, je dirais toujours parmi les cas les plus simples, xk c'est le milieu entre les deux, donc je choisirai, ça c'est le milieu, xk plus 1 sur 2. Bien sûr, j'aurais pu prendre le 1 tiers, j'aurais pu prendre le 1 quart, le 2 tiers, j'aurais pu prendre le 1 quart. En fait, nous avons tous les cas possibles. Mais en fin de compte, pour nous, pour simplifier, pour avoir des choses simples, nous prendrons plutôt xk ou xk plus 1 ou le milieu de xk et xk plus 1. Alors nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit, de point de vue sommation. Dans le premier cas, comme vous voyez, on va obtenir sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1. Alors, le terme xk plus 1 moins xk reste fixe. D'accord? Que multiplie f2, premier cas, f de xk, pardon. Alors, nous allons illustrer ceci pour mieux voir. C'est un premier type de somme de Riemann. Le deuxième type où on aurait choisi la borne ou la borne supérieure, j'aurai sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de xk plus 1 moins xk de f2 xk plus 1. Et enfin, le troisième type, je dirais simple, ce n'est pas c'est pas uniquement ceci. On peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu choisir xk plus le 1 tiers de l'intervalle. J'aurais pu aussi choisir xk plus 2 tiers. J'aurais pu choisir xk plus 1 quart. Alors, nous avons en fait le choix ici, une infinité de choix possibles. Nous ne considérons que les seuls où, disons que les calculs seraient les plus simples. Troisième cas, j'obtiendrai sigma k égale 0 jusqu'à n-1 de xk plus 1 moins xk f2 du milieu xk plus xk plus 1 sur 2. Alors, question que l'on doit se poser, à quoi ceci correspond-il géométriquement? Alors, pour voir un petit peu à quoi ça correspond géométriquement, donc, on est obligé un petit peu de faire le dessin suivant, faire la fonction, faire aussi le dessin de la subdivision, et ensuite voir un petit peu le type de... D'accord. Donc, nous allons voir ceci. Je vais prendre une fonction de ce type-là. Je vais prendre, vous voyez, ça c'est A, c'est x0. Alors, pour plus de simplicité, je vais en prendre uniquement quelques-unes. Ça c'est A. Ça c'est B. Je vais prendre x1 ici. Je vais prendre x2 ici. Je vais prendre ensuite x3 ici. Alors, quand je prendrai sur l'intervalle x0, x1. Alors, si je prends la première écriture de la somme de Riemann, c'est que je prends la valeur de la fonction au point le plus, je dirais, à gauche, A. C'est quoi f de A? C'est ceci. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris la surface correspondant à ceci. Donc, vous voyez, je vais prendre ceci. Ici, je vais prendre maintenant, pour le deuxième intervalle, la valeur en x1. La valeur en x1, elle correspond à ceci. Donc, j'aurais pris, parce que, comme vous pouvez le soupçonner, en fait, cette somme-là, c'est finalement la surface d'un certain rectangle. Ça, c'est la base du rectangle, puis ça, c'est la hauteur. Évidemment, la hauteur aurait pu être négative. Bon, l'exemple que j'ai choisi ici, j'ai choisi uniquement des cas positifs. Donc, vous voyez ici, dans ce cas-là, f de x1 est là. Donc, en fait, j'ai choisi tout ceci. Vous voyez, j'ai séparé en pointillés ce qui est au-dessous de l'intégrale, et ici, la même chose.
Alors ici, maintenant, je vais prendre ça. De même, ici, je vais prendre ça. Donc, quelle est notre somme de Riemann dans ce sens-là, dans ce cas-là? C'est uniquement, ici, je prends tout le rectangle. Donc, en fait, ici, j'ai ajouté cette partie qui n'existe pas. Ici, il me manque cette petite partie. Enfin, je l'ai ajoutée aussi. Ici, par contre, ça me manque. Ici, la même chose qui manque. Donc, vous voyez, en fait, on a fait une approximation. Soit on prend un peu plus que la surface que l'on cherche à calculer, soit, donc, dans ce cas-là, c'est un peu plus, mais dans ce cas-là, c'est un peu moins, dans ce cas-là, c'est un peu moins. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, pour le premier cas. Nous allons voir dans le deuxième cas, uniquement, dans le troisième cas, on va laisser. Donc, deuxième cas, pour voir, alors, juste pour me remémorer un petit peu de la fonction, donc il va être comme ça. Donc, toujours A, donc x1, x2, x3, x1, x2, x3, et enfin, B. Vous voyez maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la valeur au point extrémal. Donc, je vais prendre maintenant ceci. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris tout ceci. Donc, en fait, maintenant, on va prendre une partie par défaut. Ici, donc, on va prendre ça. Vous voyez, la partie non assurée, donc, c'est en fait des parties que, disons, on a oubliées. Maintenant, ce qui va se passer, dans ce cas-là, nous allons avoir ceci, et donc, ici, on va avoir une valeur par excès. De la même manière, nous allons obtenir ici la même chose. Pardon. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout à l'heure? Ici, donc, on le soupçonne, c'est les endroits où la fonction est décroissante et la fonction est croissante. Tout à l'heure, on avait des valeurs par excès pour cette partie et cette partie. Maintenant, on a une valeur par défaut. Et tout à l'heure, on avait des valeurs par défaut pour cette partie et cette partie. Maintenant, nous allons avoir des valeurs par excès. Mais maintenant, si on prend dans le troisième cas où on prend le milieu, vous remarquez que tout à l'heure, on avait pris la valeur ici. Ça, c'est la plus grande valeur, enfin, peu grande dans ce cas-là. Ici, c'est la plus petite. Donc, en fait, on va prendre la moyenne, enfin, presque la moyenne, c'est la valeur ici. Donc, on va prendre moins et la partie ajoutée ou la partie retranchée va être donc plus petite. Donc, il est clair un petit peu que soit on fait beaucoup de valeurs par défaut et de valeurs par excès, soit on en fait le contraire. Mais dans le cas de la troisième méthode, on va faire moins de... Bon, maintenant, c'est convergence de somme de Riemann. Convergence de somme de Riemann, c'est très très important. Donc, on va voir des exemples pour ceci. Si f est une application continue par morceau, epsilon étant un réel strictement positif, alors, comme toujours en mathématiques, le epsilon, il sert à dire, grosso modo, c'est un peu l'erreur, je dirais théorique, parce que généralement, le epsilon, soit on le prend un millième, soit un dix millième, soit un millionième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais pour le cours, pour la théorie, pour l'exactitude un petit peu et la rigueur mathématique, on prend un réel quelconque, et généralement, on devrait le choisir assez petit. Rappelez-vous qu'on prenait les epsilon devraient être petits, et les grands A devraient être assez grands. Alors, il existe un réel delta, très important, tel que, pour toute subdivision S, de AB, de pas inférieur ou égal à delta. Rappelez-vous que le pas de la subdivision, c'est le maximum des distances entre les différentes distances entre les éléments de la subdivision. Pardon. Alors, on a quoi? Intégrale de A à B de f de x. Vous voyez? Ça, c'est l'intégrale. La somme de Riemann correspondant à la subdivision, bien sûr, avec le petit delta, cette quantité-là est inférieure ou égale à epsilon. Cela signifie que
le calcul, pour l'instant théorique, de l'intégrale AB f de x dx peut se faire à l'aide uniquement d'une certaine somme de Riemann, bien sûr, avec une précision fixée d'avance. Alors, quel que soit epsilon, il existe un delta tel que pour toute subdivision. Donc je dis pour toute subdivision et non pas uniquement une. Pardon, on est ceci. Bon, en fait, cette écriture-là, c'est uniquement pour la rigueur mathématique. En fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est voir dans certains cas, et le cas le plus simple, c'est de dire, je prends, vous voyez ici, qu'est-ce que cela signifie? Quand je prends 1 sur n, alors k particulier, puisqu'on a dit pour toutes, cas particulier, subdivision régulière. Alors, rappelez-vous, une subdivision régulière, c'est une subdivision dont le pas est constant. C'est-à-dire, je prends l'intervalle AB et je le divise en parts égales. Non pas avec, comme tout à l'heure on avait fait, on peut choisir une distance qui est grande et une petite qui est petite. Donc, on choisit, vous voyez, je divise ça en 1. Donc, ici, dans ce cas-là, le pas va être égal à 1 sur n. D'accord? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? La somme de Riemann correspondante, ça va être 1 sur n, sigma, de k égale à 0 jusqu'à n-1, de, bien sûr, quelle est la longueur de xk moins xk moins 1 ou xk plus 1 moins xk? Nous savons que nous avons une subdivision régulière. Qu'est-ce qui va rester? Donc, c'était quelque chose de constant, donc elle sort. Qu'est-ce qui me restera? F de 1 xk. Donc, ici, nous avons choisi A plus K B moins A sur N. Cela signifie donc, j'ai pris l'élément le plus petit, donc c'était la première écriture. Alors, cette quantité-là tend, quand N tend vers l'infini, vers 1 sur B moins A. Très important, ce résultat est essentiel. Intégrale de A à B de f de x dx. Bon, on va essayer un petit peu, d'expliquer un petit peu l'intérêt un petit peu de cette écriture-là. Vous voyez cette somme qui converge vers cette intégrale. Donc, si j'ai envie de calculer cette intégrale-là, j'aurai donc, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit de calculer une certaine somme. Alors, il y a des techniques maintenant de dire calculer une somme. Vous voyez, je ne cesserai jamais de le répéter. Les seules opérations intuitives que l'on sait faire, c'est des plus et des multipliés. Vous voyez, l'opération intégrale en elle-même, il a fallu tout un effort intellectuel, fonction en escalier, fonction continue par morceau, fonction continue, faire des intégrales, faire des primitives, faire des changements de variables, et Dieu sait encore quoi. On a fait beaucoup de choses pour pouvoir calculer cette intégrale. Ben, un ordinateur, il ne sait pas faire tout ça. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons les capacités intellectuelles pour un petit peu transcender et essayer de réfléchir. Mais un ordinateur ne peut pas faire ça. Il n'est pas armé pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire, je vais approcher cette intégrale, par quel biais? Par le biais de cette sommation. Donc, maintenant, la question qui se pose, je m'arrête pour quel n? Bon, ça, c'est une autre étude, si vous voulez, qui permettra un petit peu de dire, pour avoir une erreur donnée, il faut s'arrêter à un tel n, mais du moins, nous avons maintenant l'idée que calculer cette intégrale se ramènera, grosso modo, à calculer une somme, de manière approchée. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'égalité. Alors, on va prendre quelques exemples bien pour voir ceci. Des exemples qui, apparemment, peuvent paraître difficiles, mais grâce à cette notion d'intégrale, dans un sens comme dans l'autre, va être très très utile. Je prendrai par exemple la suite, et ça, si vous voulez, c'est une application de ces sommes de Riemann
à l'étude de limite de suite égale 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2, ainsi de suite, jusqu'à 1 sur n plus 1. J'écrirai ça de la forme 1 plus 1. Alors, apparemment, si on se demande comment trouver la limite d'une telle suite, bon, ça va être quelque chose de très très difficile. Vous voyez, il y a combien de termes? Il y en a n, qui dépendent bien sûr à chaque fois de n. Et plus n devient grand, plus cette sommation devient grande. Comment chercher? Je n'ai pas le droit ici de dire que la limite de la somme est égale à la somme des limites. Ce n'est pas vrai, puisque quand on prendra la limite de la somme égale à la somme des limites, c'est qu'on a fixé par exemple un et vn, 2 qui dépendent de n, ou 3, mais ici on a n qui dépendent de n, avec n qui varie. Donc il est impossible ici d'appliquer un ou plusieurs critères que l'on avait déjà vus pour les suites. Bon, on va essayer de dire, tiens, c'est une sommation. On va essayer de dire, par hasard, tout commence par n. Donc je peux dire, c'est 1 sur n, facteur de quoi? Dans le premier cas, ça va être 1 plus 1 sur n. Dans le deuxième, c'est 1 sur 1 plus 2 sur n. D'accord? Ainsi de suite jusqu'à 1 sur 1 plus, je vais l'écrire n sur n. On remarque que c'est la forme 1 sur n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n, et on expliquera un petit peu les petites différences qui n'entraînent pas 1 sur k sur n. Dans les sommes de Riemann, vous voyez ici on a k égale 0 jusqu'à n moins 1, mais parce qu'on avait pris le premier exemple, le premier cas, c'est-à-dire les limites inférieures des intervalles xk plus 1. On aurait pu aussi prendre les limites supérieures. On est dans ce cas de limite supérieure. Qu'est-ce qu'on a? De la forme 1 sur 1 plus. Et on commence ceci. Donc, en fait, on a ni plus ni moins que ça tend vers 1 sur 1 moins 0, intégrale de 0 jusqu'à 1 de dx sur 1 plus x. Si on essaie un petit peu de voir somme de Riemann correspondant à dx sur 1 plus x, ben, on trouvera tout simplement ceci pour le deuxième calcul, c'est-à-dire pour le deuxième cas. Pour le premier cas, on aura en fait la même chose, sauf qu'on aura un décalage d'indice. 1 sur. Donc l'idée un petit peu de dire cette somme-là n'est que ceci, ne permettra d'avoir intégrale de. Alors ça, c'est un calcul simple qui me donne tout simplement égal logarithme de 2. Donc, une manière de calculer logarithme de 2, ou cette intégrale-là, c'était de prendre la somme de 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2, 1 sur n plus 3. Je répète maintenant que dans cette leçon, nous n'avons pas les moyens de préciser quel n il faut s'arrêter. Est-ce qu'il faut s'arrêter pour n égale à 10? Est-ce qu'il faut s'arrêter pour n égale à 5? Donc, nous n'avons pas les moyens. Ça, ce sont des choses qu'on verra après quand vous ferez un petit peu, vous progresserez et faire un cours d'analyse numérique. Alors, un autre exemple très édifiant, d'accord? On prendra un égale, bon, maintenant ici, c'est donné sous forme de k égale 0 jusqu'à 2n, de 1 sur k au carré plus n au carré. Vous voyez? Je vais prendre ça. Alors, puisque maintenant on a la puce à l'oreille, on voit qu'il faudrait essayer de faire quelque chose du type somme de Riemann. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire d'abord? C'est c'est ça. Donc, on va prendre ceci. Donc, on va sortir le n au carré. D'accord? Alors, si je sors le n au carré, qu'est-ce que je vais obtenir? Pardon, ici j'ai un k. Si j'obtiens le n au carré, j'aurai sigma de k égale à 0 jusqu'à 2n. J'aurai sorti 1 sur n au carré, donc il y en a un que je vais avoir. L'autre, je vais le mettre avec k sur n, vous voyez, et en bas, j'aurai 1 plus k au carré sur n au carré. Alors, je précise, vous voyez, je sors ici le n au carré. En bas, je garderai 1 plus 1 sur k au carré sur n au carré. Comme j'ai ici k, le 1 sur n, je le mets ici. Il y en a un que je mets à l'extérieur. Et donc, vous voyez que on va obtenir
tout simplement une certaine somme de Riemann. Je vous laisse un petit peu comment finir ce cas-là. Donc vous voyez, c'est un cas un petit peu plus différent, un petit peu du premier. Bon, maintenant, nous allons passer à ce que l'on appelle la méthode des trapèzes. Et avant de passer à la méthode des trapèzes, nous allons d'abord voir ce qu'on appelle la méthode des rectangles. Alors, vous voyez, trapèze, rectangle, ce sont deux formes géométriques. Un rectangle, la forme géométrique trapèze, il est un peu plus compliqué que la forme géométrique rectangle. Donc, on va faire d'abord le calcul pour méthode des rectangles. Et vous allez voir que finalement, nous nous inspirons beaucoup de ceci. Bon, je prends donc AB dans R au carré, avec bien sûr A ici bien sûr inférieur à B. Je prends une fonction qui est de classe C1, donc j'insiste ici sur la régularité de la fonction, ici c'est C1. Je prendrai un n appartenant à grand N, étoile, puisque j'aurai à diviser par 1 sur n. Alors, je prendrai la somme de Riemann, vous voyez, B-A sur n, sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de f de a plus k b-a sur n. D'accord? Donc, ça c'est la somme de Riemann associée. En fait, ici, b-a, ça correspond tout simplement à la largeur ou la distance entre A et B. Alors, on sait que cette somme de Riemann, théoriquement, doit converger vers l'intégrale de A à B. En fait, ce que l'on peut dire, pour la méthode des rectangles, c'est que je prends exactement ceci, hein, et vous voyez un petit peu que j'ai pris une fonction qui est très très régulière. Hein. Alors je prends ça, je prends ça, je prends ça. Et donc en fin de compte, j'ai pris la première valeur. Donc je vais assurer ceci. Bien sûr avec cette partie-là. Je prends la première valeur, donc j'aurai ceci. Je prends la première valeur dans ce cas-là, c'est uniquement la partie assurée. Je prends la première valeur, donc c'est uniquement la première partie. Ça correspond un petit peu à ce qu'on avait fait tout à l'heure pour la première classe de somme de Riemann. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour ce rectangle, on a une partie qui est en fait par excès. On a ici par excès. Ici, vous voyez quelque chose qui manque. Donc, en fin de compte, nous avons le résultat qui est très important, c'est que valeur absolue, c'est maintenant, très important, intégrale de A à B, de f de x dx, moins cette somme-là qu'on vient de décrire, Sn, est majorée par B moins A au carré sur 2n. Alors, rappelez-vous ici, parce que quand on va voir les trapèzes, on va être obligé un petit peu de comparer avec ici, je vais dire M1, où M1 égale sup sur AB de valeur absolue de f'. Alors, vous voyez, l'erreur maximale, donc vous voyez, on contrôle. Donc maintenant, pour la méthode des rectangles, on contrôle. Tout à l'heure, rappelez-vous, pour les sommes de Riemann, pour un epsilon donné, on ne savait pas, c'était théorique. Maintenant, on sait que le reste, il n'y a pas égalité, attention. Le reste ne dépasse pas cette quantité-là. Première remarque, pour pouvoir bien contrôler l'erreur, on est obligé d'abord que la fonction soit de classe C1. Vous voyez, f' est continue, donc elle admet un sup. Bien sûr, cette quantité ne dépend pas de n. Et remarquez ici, vous voyez que vous avez b-a au carré, bon, dans ce terme, le n. Vous voyez que finalement cette erreur n'est pas très petite. Si n égale à 10, vous aurez dû 1/10. Si n égale à 100, vous aurez dû 1/100. Donc vous voyez, pour avoir, par exemple, une erreur de l'ordre 1 millionième, 10 puissance 6,
vous aurez besoin, bon, pas nécessairement de 10 puissance 6, mais quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que j'ai B-1 au carré, j'ai M1 et G2. Donc, mais grosso modo, c'est en 1 sur N. Intérêt de la méthode, elle est très simple. Très très simple à mettre en œuvre. Hein. Il suffit de prendre une calculatrice et commencer à faire les calculs. Mais le problème maintenant, c'est le contrôle d'erreurs. On commet beaucoup d'erreurs. Rappelez-vous, on avait fait ça. Vous voyez, on commet beaucoup d'erreurs, soit par défaut, soit par excès. La question aussi, c'est qu'on ne contrôle pas exactement est-ce que la valeur que nous avons, est-ce qu'elle est par défaut, par excès, puisque dans ce cas-là, vous voyez, j'ai ici par excès, j'ai ici par défaut, enfin par excès, pardon, j'ai ici par défaut, j'ai ici par défaut. Donc, nous ne contrôlons pas très très bien. Ça, c'est le cas le plus simple, le plus intuitif qu'on aurait pu faire. Maintenant, on va passer à la méthode des trapèzes. Et on va voir que la méthode trapèze, c'est une méthode qui est un peu plus évoluée. Bon, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une fonction qui va d'un intervalle alpha-bêta vers R, une application de classe. Vous voyez ici, c'est très important, de classe C2. Avoir une meilleure méthode, hein, incite à avoir une meilleure régularité. Donc, et on prend M2 égale cette limite de F seconde, vous voyez un petit peu, et donc, je vais faire un calcul, on va dire que pour tout t dans alpha, bêta, je vais prendre f de t moins phi de t, c'est t moins alpha, bêta moins t, donc vous voyez ici que t est compris entre alpha et bêta. Alpha, donc vous voyez t est supérieur à alpha, donc j'ai quelque chose de positif. T est inférieur à bêta, donc j'ai bêta moins t, donc j'ai quelque chose de positif. Ici je prends, si vous voulez, une valeur absolue d'un certain sup, mais je voudrais quand même faire le dessin pour voir quelle est la différence avec la méthode des rectangles. Donc, on va dire, tiens, au lieu de travailler dès le départ sur une subdivision, je vais travailler sur un petit intervalle correspondant à cette subdivision. C'est pour ça qu'on a choisi, vous voyez, c'est pour ça qu'on a choisi au départ de travailler avec un alpha bêta quelconque. Donc, et puis après, à la fin, on va appliquer tous les calculs, toute la machinerie qu'on va développer pour la méthode des trapèzes à alpha égale xk et bêta égale xk plus 1, qu'on va itérer pour tous les intervalles de cette subdivision pour enfin obtenir quelque chose de meilleur. On verra. Donc, vous voyez l'idée. Ici, je prends ici alpha, je prends ici bêta, donc j'essaie un petit peu comme si je zoome un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y a. Je prendrai ici le morceau de courbe entre alpha et bêta. Si j'avais pris la méthode des rectangles, qu'est-ce que j'aurais eu comme rectangle? J'aurais eu comme rectangle uniquement, vous voyez, donc je ne vais pas le dessiner, mais c'est uniquement cette partie-là. Je trace ceci, je prendrai uniquement cette partie-là. Et vous voyez, dans cet exemple-là, on a encore beaucoup d'éléments, c'est-à-dire qu'on aura ici, dans ce cas-là, par défaut, et si la fonction était dans l'autre sens, on aurait par excès. L'idée d'améliorer, c'est de dire, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas faire ça? Et vous voyez finalement, au lieu de prendre uniquement cette partie-là, donc vous voyez que je vais commencer à hachurer, donc ça c'est la méthode des rectangles, qui, comme vous le voyez, va donner beaucoup d'erreurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, de plus de ça, ajouter encore ceci. Et donc, tout se ramène à dire, au lieu de prendre comme forme élémentaire géométrique uniquement les rectangles, on va ici avoir comme forme élémentaire non pas uniquement le rectangle, mais vous voyez, c'est un trapèze. Hein? Vous voyez, c'est un trapèze. Donc c'est pour ça que l'on appelle ça la méthode des trapèzes. Et puis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout simplement faire toute une étude plus fine. Alors, pour trouver la surface de ce trapèze, on a besoin de quoi? On a besoin de ce rectangle, ça on sait faire. Cette hauteur, on la connaît. Cette base, on la connaît. Vous voyez, ça c'est bêta moins alpha, ça c'est f de alpha. Alors, toujours c'est bêta moins alpha, maintenant on a besoin de cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est f de bêta. Donc, on va prendre ça, de cette manière-là, et on va prendre ceci. Donc, en fin de compte, on a ceci. Donc, vous voyez que, dans ce cas-là, on obtient une valeur par défaut, puisque toute cette partie-là, en fait, comme si on l'a oublié, si on avait maintenant l'intégrale dans l'autre sens, on aurait eu une valeur par excès.
Bon, on montre que si je prends phi de t, c'est la fonction qui donne ceci, ça donnerait f de t moins phi de t qui est majoré par ceci, et donc l'intégrale de alpha à bêta, mais c'est quoi l'intégrale de alpha à bêta de phi de t? Ben, ça va être justement le calcul de la surface ou l'aire du trapèze en dessous. Donc, va être égal à f de alpha plus f de bêta sur 2 fois bêta moins alpha. Et cette quantité-là, ça va donner bêta moins alpha au cube sur 6. On en déduit tout simplement que f de t, l'intégrale, la surface emprisonnée par la courbe, moins cette valeur que l'on a fait, est majorée par quoi? Tiens, par bêta moins alpha au cube sur 12 fois, bien sûr, M2, on avait tout à l'heure, pour rappeler, le M2, c'est le sup sur l'ensemble qu'on veut, donc M2 de F, ce n'est ni plus ni moins que le sup de F seconde. Alors, si on travaille sur alpha bêta, on écrira alpha bêta. Si on travaille sur AB, on travaillera sur AB. Donc ici, je ne précise pas l'intervalle pour que on sache que M2, c'est dérivé d'ordre 2. D'accord? Ainsi, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va tout simplement obtenir une erreur du type B-A au cube sur 12n au carré fois M2. Donc, vous voyez un petit peu, ça nous donne ceci. Et vous voyez que, par comparaison avec la méthode des rectangles, ici on a 1 sur n carré. Si on veut une précision 10 puissance moins 6, au lieu d'avoir 10 puissance 3 points, on va avoir 10 puissance 6 points, on va avoir 10 puissance 3 points.